Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité de la semaine. On essaye de voir qu'est-ce qui se passe à l'horizon sur le continent, en région, dans le pays, à l'international. Voilà, on le ramène ici et avec mes collègues journalistes ou des invités, on essaye de le passer à la loupe, on dirait bien. Sur ce plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Assetou Diarra, journaliste à Nouvelles du Mali et reporter. Fact-checking aussi, je crois que je ferai d'ailleurs. Parfait. Bonjour. Ça va Fadima, ça va? Bien. Dieu merci. Ça tient, la saison de pluie qui commence. Parfait, voilà. un très bon temps. Gérer pour l'instant. Un gros bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de Mandé TV. Bah oui, ça va. Merci beaucoup. On salue la diaspora très fidèle à ce plateau qui nous regarde et on leur fait un coucou. Deuxième journaliste sur ce plateau est Bourema Soulo. Il est journaliste blogueur. Soulo, bonjour. Bonjour Fadima. Comment allez-vous? Bien, bien. Ça fait 2 jours. Effectivement, ça fait 2 jours. Et le voyage, ça s'est bien passé? Ça va, ça a été. Super. Ça a été. Super. Ça va, ça tient? Ça va, ça va. Le boulot, les reportages, vous en sortez? Ça va à la malienne, ça va à la malienne. À la malienne, c'est mitigé. Hein? À la malienne. Ce n'est pas hyper positif ni hyper négatif, mais ça veut dire que ça tangue sur... Exactement, on vivote ou on survivote. On vivote. Voilà, il faut vivre, hein, il faut vivre, on a vraiment besoin de vivre. On lutte. Sans plus tarder, téléspectateurs de Mandé TV, on va prendre nos sujets, nos dossiers. Le premier sujet qu'on a, voilà, c'est un sujet qu'on n'aurait pas du tout aimé l'avant, mais bon, il faut faire avec l'actualité. Il s'agit des attaques terroristes qui sont survenues le matin du 1er juillet, très tôt. Assez tôt, vous pouvez nous en dire plus? Effectivement, dès 6 heures, vers les coups des 5h, 6h du matin, on a assisté à des tirs d'obus, des manifestations dans plusieurs régions, 7 localités au total, et que ce soit vers le sud, le centre aussi du pays, à Nyono, à Nyoro du Sahel aussi. On était vraiment assez surpris et tristement informés de ces attaques des groupes armés. Alors le bilan, on parle de 80 assaillants neutralisés par l'armée malienne. Des points comme la commissariat au niveau de Caille ou encore la maison du gouverneur de cette même région ont été incendiées. Mais toujours dans le cadre du bilan, il y a eu fort heureusement des armes qui ont été récupérées, des talkie-walkie, ainsi que des engins roulants, que ce soit des motos ou encore des voitures. Il est aussi à noter quand même l'implication de sponsors, entre guillemets de sponsors, c'est ça qu'a précisé l'état-major dans le communiqué officiel qu'ils ont fait dans l'après-midi hier. Ils ont fait mention de sponsors qui auraient des preuves que les groupes armés sont appuyés par des sponsors. Et ça démontre déjà toute l'organisation, la coordination et même la manière d'opérer sur le terrain de ces groupes qui arrivent quand même à rentrer, pénétrer dans des camps sécurisés, à pouvoir même repartir avec quelquefois des engins. Et même s'ils se font rattraper, cela démontre toute une coordination, tout un arsenal d'organisation. Donc ça, c'est fortement à déplorer. Mais aussi, l'appel aussi lancé aux populations, parce que après, dans l'après-midi, les populations aussi se sont beaucoup mobilisées pour essayer de revoir ces groupes armés qui étaient infiltrés au sein des populations pour qu'on puisse les rattraper. Merci beaucoup. Soulo, on voit quand même un regain d'attaque, hein, pas plus tard qu'il y a juste quelques semaines, ce qui a emmené à même instaurer des couvre-feux. Exactement, depuis le mois de mai dernier, on assiste à un regain de tension, à un regain d'attaque sur les positions de l'armée, des forces armées maliennes sur le terrain, et ça dénote encore une fois la volatilité de la situation sécuritaire dans notre pays. Malgré ce qu'on dise, quoi qu'on dise, l'armée monte en puissance, c'est indéniable, c'est une guerre asymétrique, c'est indéniable. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
pour qu'on n'arrive pas à endeuiller des familles inutilement. Donc moi je sais que d'ailleurs avant de développer votre question, on a une pensée quand même émue à l'endroit de toutes les victimes, que ce soit de 2012 à aujourd'hui ou des victimes récentes. Donc toutes nos pensées ici sur ce plateau de Mandé TV. Donc ceci étant, on voit que la politique instaurée depuis 2021, on a l'impression que ça commence à montrer ses limites. Donc il faut changer la politique sécuritaire qu'on est en train d'instaurer. On en a dit, on a sur tous les plateaux et toutes les occasions, nous les journalistes, c'est notre rôle aussi d'attirer l'attention des dirigeants sur certains points, parce que c'est vrai, on n'est pas la main dans la chose, c'est vrai, on n'a pas tous les secrets, mais quand même on voit, on analyse aussi certaines situations même comme eux, parce que qui dit un journaliste au sens large et au sens noble du terme, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tous les sujets et qui a une connaissance un peu transversale de tous les sujets. Donc pour avoir collaboré ou pour avoir interviewé les spécialistes du domaine, donc pour avoir même participé à certaines formations avec les forces de défense et de sécurité, on n'est pas comme les personnes lambda, on n'est pas comme les personnes ordinaires. On a quand même quelques connaissances, même peu que ce soit, mais on a quand même quelques connaissances sur ce domaine. Donc moi je pense que le fait d'aller sur tout militaire qu'on est en train d'instaurer, il faut toujours utiliser la force, toujours utiliser la force. Je crois que ça commence à montrer ses limites. Aujourd'hui, toutes les rencontres, que ce soit la conférence d'entente nationale sous IBK, le DENI, le dialogue inclusif, le dialogue national inclusif sous IBK, ou les assises nationales de la refondation sous cette même transition, le DIM, dialogue intermalien, ou les dernières rencontres, les concertations qui ont eu lieu. Je crois que parmi les recommandations, il y a toujours une ouverture faite aux négociations. Aller vers la négociation avec des djihadistes qui sont locaux, et on les connaît tous bien. Je me souviens bien dans la salle lors d'une rencontre entre la commission de rédaction pour la charte de la paix et la réconciliation, aujourd'hui dirigée par Ousmane Issoufou Maïga. Il y avait une dame qui avait demandé est-ce que la commission avait adressé une lettre à l'encontre, une invitation à l'encontre de à l'endroit de Iyad ou de Amadou Koufa. Le président le président de la commission, sa réponse a été que il ne connaît pas où se trouvent ces gens. Sinon, il a convié tous les Maliens de bonne foi à les venir. Est-ce que c'est la manière, c'est-à-dire on ne connaît pas, donc on ne peut pas les envoyer des invitations. Je crois que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est des gens, des commis d'État, des hommes d'État qui ont dirigé ces pays, qui doivent connaître quand même, qui doivent avoir certaines visions que nous n'avons pas et que nous ne pourrons pas avoir parce qu'ils ont tous les moyens de l'État pour cela. Donc aujourd'hui, du fait que ces regains de tension ou d'attaque qui se passent à peu près sur l'ensemble du territoire, c'est vraiment ça inquiète. Ça inquiète et ça doit nous inquiéter parce que on ne sait pas est-ce que vraiment la situation sécuritaire est en train d'être détériorée davantage plus que celle qu'on connaissait avant 2020, avant août 2020, parce qu'on est en train quand même d'entrer un mois près, on est dans 5 mois que ces autorités sont aux affaires. Donc 5 ans. Enfin 5 ans, pardonnez, 5 ans qu'ils sont aux affaires. Donc ils doivent savoir quand même, depuis 5 ans, quand on est aux affaires depuis 5 ans, on doit avoir quand même une certaine analyse de la situation, une certaine expérience, plus que lorsqu'on venait. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire qu'on est en train de vivre n'est pas différente de celle de 2019, n'est pas différente de celle avant août 2020. Donc, qu'est-ce qui a changé au final? Est-ce que à ce niveau, il ne doit pas se poser des questions, il ne doit pas se, comment dirais-je, se remettre en question pour dire est-ce que
notre politique qu'on mène actuellement, est-ce que ça porte fruit? Et visiblement sur le terrain, ça n'apporte pas, ça porte pas de fruits. Donc il faut vraiment qu'il y ait un changement des stratégies au niveau des autorités militaires, au niveau des autorités politiques, pour pour que les Maliens vivent une situation à peu près normale. Il n'y a pas de sécurité zéro dans aucun pays au monde, hein, mais quand même, ce qu'on est en train de vivre, attaquer les camps, les commissariats, le gouvernorat, les symboles même de l'État, on sait que c'est une guerre asymétrique. Ça arrive, Fadima, partout. Ça arrive partout, mais quand même, on a un renseignement qui est bien doté, qui est bien fourni. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'au niveau des renseignements, est-ce que se pose des questions? Est-ce qu'au niveau, au niveau stratégique, où on prend des décisions, est-ce que ces gens se remettent en cause, se posent des questions juste pour savoir est-ce que nous, on n'est pas les causes. Donc je crois que les Maliens qui payent les impôts, qui subissent, qui sont résilients, qui attendent des bons résultats des Maliens, enfin de leurs autorités, ils méritent mieux que ce qu'on est en train de vivre. Et elle a parlé de la mobilisation des populations civiles. Moi, pour avoir fait des formations en matière de sécurité, c'est fortement déconseillé d'impliquer les civils dans ces situations-là. C'est très dangereux pour tous les civils. Par exemple, aujourd'hui, ce qui s'est passé à Bamako, les terroristes avaient clairement fait des vidéos pour indiquer, pour appeler les populations civiles à se mettre en dehors, à l'écart de ce qui se passe entre eux et les forces de défense et de sécurité. Et on a vu le plus répété à Kaye. Donc, ou même à Yoro. Donc je crois que oui, mais je pense que l'intervention aussi des citoyens, il ne s'agit pas d'aller sur les du fait même de se filmer et apprendre. Parce qu'on a vu que certains terroristes, c'est eux-mêmes qui prennent et qui les amènent vers les forces de défense et de sécurité. Et là, le citoyen, un civil qui est à Gao, qui est à Tombouctou est menacé. Parce que ces gens-là sont, comme on a dit, c'est une coordination. On dit, maintenant on laisse filer les civils, les Maliens. Quand on dit les Maliens, c'est lui qui se trouve à Abebara, c'est lui qui se trouve à Banyangara, c'est lui qui se trouve à Sikasso, à Kagelo, sont tous des civils. Voilà, une cible potentielle. Donc c'est à ce moment, en ce sens que je dis, c'est très dangereux. Nous, les populations civiles, on peut aider nos forces de défense et de sécurité en matière d'information. Quand les forces de défense elles-mêmes disent ça, aidez-nous à donner des informations avec les renseignements. Ça doit s'arrêter à ça. S'impliquer, aller arrêter des gens, se filmer surtout, c'est vraiment très dangereux. Il faut que les populations civiles sachent cela. Vous avez quand même posé une question en disant que oui, vous avez quelque chose. Justement, ce que je voulais rajouter, c'est quand il dit aussi, c'est bien de donner l'information, mais on a vu aussi des cas de personnes dans certaines localités qui ont donné des informations et qui, après le retrait de l'armée, s'est vu avoir des représailles. Oui, ça c'est pas bien chez moi. Exactement. Ouais, donc ce sont des faits fréquents qui font souvent que les populations ont du mal à donner les informations. Sinon, les populations, on le sent, ils sont motivés, ils vivent ces situations, ils veulent trouver des solutions à ces situations-là, mais quelquefois, c'est très difficile parce que les armées ne sont pas tout le temps là, à tous les endroits et à tout moment de l'année. Vous avez parlé des services de renseignement. Voilà, normalement, ça aussi, c'est un travail en amont constant, hein, non-stop des services de renseignement. Il y a quand même un constat qui se fait et qui se fait depuis un certain temps, c'est que ces zones attaquées ne sont pas des zones nouvelles. C'est des zones pourtant qui est très connues. On l'a vu, ça a été sensible maintes fois. Comment se fait-il qu'on met la marmite avec du lait sur le feu et on ne prend pas le temps de la surveiller? Si on peut caricaturer un peu cette situation ainsi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant l'armée doit avoir l'œil assez pointu sur ces zones-là. Comment ça s'explique en fait? Vous savez, moi je trouve qu'il y a déjà plusieurs aspects qui rendent cette situation sécuritaire très complexe. Déjà, le premier aspect, c'est que les gens qui sont en face, c'est-à-dire c'est les groupes armés, souvent la plupart c'est les Maliens. C'est les Maliens qui sont en face. Ça c'est déjà la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que très souvent aussi, nous avons la stratégie, mais nous n'avons pas forcément les moyens. Parce que c'est aussi ça. Il faut avoir les moyens de cette guerre-là. Il faut avoir les moyens de ces munitions. Il faut avoir les moyens de pouvoir déployer
tous ces agents de sécurité à toutes ces zones stratégiques. On a eu le cas de Diboli, le poste de Diboli a été attaqué et incendié aussi. Vous voyez, ça influe sur le trafic et d'une manière transversale, ça va aussi influer sur l'économie. Donc, c'est fait exprès quelque part parce que les gens qui sont derrière réfléchissent à comment est-ce qu'on peut toucher ces zones sensibles. Et venant justement à votre question, et c'est ce qui est extrêmement dangereux aussi, c'est que très souvent, ces groupes armés s'attaquent à des points qui sont stratégiquement censés être sécurisés. Ça veut dire, vous avez dit une chose tout à l'heure, les populations ne sont pas les cibles. Mais ça veut dire que si les populations étaient les cibles, c'est le carnage. Est-ce que vous imaginez qu'on est tous exposés à cela? C'est ce qui est extrêmement dangereux. C'est que cette capacité, cette force à aller vers des institutions qui sont censées lutter contre eux, c'est ce qui est extrêmement dangereux. Et c'est là où va falloir vraiment tout faire pour éviter cela. Parce qu'on aurait compris si c'était plus des espaces publics, ceci, cela. Mais c'est carrément le commissariat qui est attaqué. Donc là, il y a un problème stratégique. Et je pense qu'il en a parlé. Il faut peut-être revoir la stratégie, que ce soit de mobilisation, que ce soit de communication, que ce soit peut-être le dialogue aussi. Parce que de toutes les manières, toutes les guerres partout dans le monde ont fini par le dialogue. Quelle stratégie selon vous, avec le regard, l'œil que vous avez en tant qu'homme, femme de médias, est impérative tout de suite? Quelle stratégie? Pas forcément entrer dans tout ce qui est stratégie militaire et assez énorme, mais aujourd'hui, on sait que la communication il y a déjà. Les radios, les télés en font beaucoup. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour voir? Effectivement, c'est ça aussi, quand on est dans un État où on dit la presse est le quatrième pouvoir, c'est que cette même presse doit être écoutée. Et pourquoi elle doit être écoutée? Parce que ce n'est pas n'importe qui parle sur ces plateaux-là. Même si depuis 2024, on voit d'autres nouveaux acteurs qui se sont autoproclamés spécialistes de tout et de rien. La stratégie consiste à quoi? Par exemple, quand vous voyez une telle situation qui se passe dans n'importe quel pays au monde, vous allez trouver que des têtes vont tomber. Ça c'est obligatoire. Ce qui veut dire que à un niveau d'une responsabilité, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et des sanctions doivent être prises, des têtes doivent être doivent tomber. Coupées quoi, elles doivent tomber ces têtes-là. Mais au Mali, on voit que les situations, les choses se passent, on normalise en quelque sorte, même si c'est pas normal. Et les mêmes têtes, depuis 2020, comme on les voit, ce n'est pas des têtes qui ne produisent pas convenablement comme il le faut, des résultats qui n'engrangent pas des succès comme on le souhaite, mais on les garde parce que c'est des amis, parce que c'est des alliés, parce que c'est comme on a l'impression que sur des Maliens qui sont là, on n'a pas ni à l'intérieur ni dans la diaspora des têtes qui peuvent avoir des solutions plus que celles qu'on a sous les mains. C'est très compliqué. La stratégie doit être que quand quelqu'un ne produit plus des résultats pour lesquels il est mis là où il est, il doit être dégagé et trouver et changer du sang neuf. Ça partout, c'est partout. En journalisme, quand aujourd'hui à Mandé TV, vous voyez qu'un journaliste ne produit pas suffisamment de résultats, on sait ce que les conséquences. Ça doit être partout. Mais on a l'impression que au sommet de l'État, il y a certaines institutions, il y a certaines personnalités ne produisent plus des résultats. Ils sont dans leur zone de confort parce que ils ont tous les avantages liés à ça. Ils peuvent parler, ils peuvent donner n'importe quel ordre, on les exécute, on les garde. C'est pas ça un État. Un État, c'est des sanctions. Un État, c'est des récompenses. Quand quelqu'un fait bien son travail, on le récompense. C'est pourquoi à la fin de chaque année, on voit des médailles pleuvoir. Et si ça doit être fait, des sanctions aussi doivent être montrées aux Maliens que voilà, ces gens-là ne produisent pas des résultats. Ils sont payés sur le budget national, donc sur les impôts des Maliens, donc ils sont punis pour ça. Donc ça, c'est un début de solution dans la stratégie qu'ils doivent mettre. Qui urge de mettre en place pour qu'on ait des résultats tangibles sur le terrain. Parce que ce n'est pas manque de courage, ce n'est pas manque de moyens. On en a assez comme moyens. On en a assez des hommes
et des femmes valables dans ces pays, que ce soit dans les armées, que ce soit là où on pense et on repense, là où on planifie. On a des hommes, on a des femmes valables. Donc il faut changer. Il faut changer, voir. C'est ça. Donc, tout le monde n'est pas nul. Et tout le monde n'est pas émotif ou prend des décisions sur le cœur, avec le cœur. Donc il faut aller vers ça, voir. Et si nous sommes écoutés, nous on le fait. Si dans une rédaction, on voit que le rédacteur en chef ne travaille pas bien avec son équipe, on le change. Ça ne fait pas du mal au chef de la boîte de changer pour l'équilibre, pour le succès, parce que tout le monde veut des résultats. Pourquoi à un niveau étatique ou public, on ne veut pas des résultats? Donc ces résultats, nous voulons avoir des résultats parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. On est avec la Russie. On a dit la France ne foutait rien. On a dit la CEDEAO ne foutait rien. On a dit la MINUSMA ne foutait rien. Depuis 2024, depuis 2021, on est avec la Russie. Est-ce qu'on peut dire que la Russie ne fout rien aussi? Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque part, il y a un problème. Il faut résoudre ces problèmes-là au niveau des hommes. D'accord, merci Soulo. C'est tout. Peut-être une dernière phrase par rapport à ce sujet. On va aller à notre prochain sujet. Vraiment, la situation, elle est assez alarmante. Parce que déjà, le mois passé, on a vu des successions d'attaques qui se sont faites à Bulkesi ainsi qu'à Dioua. Donc, et encore ce mois de juillet, on commence ce mois de juillet déjà le premier avec ces attaques-là encore. Kaï qui est actuellement encore sous... il y a le couvre-feu qui est instauré aussi à Kaï désormais. Sikasso et Ségou, c'est pareil. Et on a un peu peur aussi à Bamako, finalement. Et ça ne présage rien de bon. Surtout, les populations sont aussi un peu alarmées face à la situation. On ne sait pas trop, est-ce qu'il faut sortir, est-ce qu'il ne faut pas sortir. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très près. Et s'il y a des stratégies, de rapidement les mettre en œuvre. Voilà, avant de quitter Fatima rapidement, elle a parlé de couvre-feu, c'est très important. La stratégie des terroristes, c'est de terroriser. C'est de mettre les gens sous la terreur. Exactement. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Mettre les Maliens sous couvre-feu, c'est de jouer le jeu des terroristes, du terrorisme. Donc je crois que au lieu de faire le couvre-feu, parce que si on continue à ce sens, on va mettre tout le Mali sous couvre-feu, donc de faire donner la victoire aux terroristes. Ils vont dire que on est arrivé à faire ça, on est arrivé parce que il y a beaucoup de secteurs travaillent la nuit. Donc c'est parce qu'il y a une économie aussi qui se développe la nuit. Donc si on met tout, par exemple, on a à peu près aujourd'hui 3, 4, 5 régions sous couvre-feu. Si on continue comme ça, c'est tout le Mali. Et si, parce que tout le monde se souvient quand même des conséquences de Covid avec le couvre-feu. Donc couvre-feu, c'est vraiment, moi, quand on me demande, c'est le jeu des terrorisme, c'est instauré par la force, la terreur. Donc il fallait résister. Moi, c'est les gouverneurs qui ont pris cette décision. Moi, j'ose croire que ces gouverneurs ont mesuré le truc, mais moi, à leur place, je n'allais pas faire le couvre-feu, mais on va intensifier les contrôles, on allait intensifier des points de passage, filtrer tout le monde. Donc, ces mesures-là, c'est l'État, il y a ces moyens. Donc, au lieu de fermer et couper une économie nocturne en berne. Donc ça ne produit pas de l'effet. À contrario, ça augmente le chômage parce qu'on sait que le Mali, le chômage grimpe. Et aujourd'hui, si tous les secteurs qui travaillent la nuit, les boîtes de nuit, les boutiques qui se ferment tout, c'est très compliqué. Ça joue le jeu de la terreur. Donc c'est vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas apprécié. D'accord, merci beaucoup. On va essayer d'avancer. On va aussi suivre ces dossiers-là de très près. Ces dossiers d'attaque et tout qui, quand même, n'est pas reluisant pour l'image, pour le pays et surtout pour les populations qui ont besoin de plus de sérénité. Notre deuxième sujet est la 4e conférence sur le financement du développement où se trouve actuellement notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et aussi le Premier ministre général de division, Abdoulaye Maïga.
Cette conférence se déroulera du 30 juin au 3 juillet. Voilà, aujourd'hui, ça finit. Certainement, c'est déjà presque fini, hein, sans compter sur le décalage horaire. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que oui, c'est la conférence sur l'investissement, le FFD4, s'inscrit dans une dynamique de pouvoir redoter les pays du Sud en fonds, afin qu'ils puissent atteindre les objectifs du développement durable dans l'espace 2030. Donc, beaucoup de pays de l'Afrique du Sud, pas de l'Afrique du Sud, hein, des pays du Sud, voilà, se retrouvent là-bas afin de défendre les différents projets de financement qu'ils ont pour leur développement. Donc, le Mali, bien sûr, accompagné d'une forte délégation, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'assainissement, sont actuellement là-bas en Espagne afin de justement présenter 11 projets, je pense, 11 projets sur l'agriculture, le développement, les questions d'énergie, les questions d'innovation aussi. Mais lors de son allocution, le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler l'initiative de faire une banque centrale de la Confédération des États du Sahel. Et je pense aussi que c'est une dynamique dans laquelle l'AES veut se mettre afin de pouvoir relever les défis financiers que nous rencontrons, parce que beaucoup de financiers, une guerre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de financement, c'est beaucoup de moyens. Moi, j'ai vraiment des doutes sur le fait qu'on ait réellement les moyens de nos politiques par rapport à la question des financements sécuritaires. Justement, ces questions de financement sécuritaire sont aussi sur la table en Espagne. Vous pensez que le Mali va tirer réellement profit en participant à cette 4e conférence? Bon, si j'étais un peu insolent, j'allais dire que c'est de qui se moque-t-on? Parce qu'on ne peut pas dire que on ne peut pas décrier le système en quelque sorte communautaire, de la communauté internationale, aller vers un forum où ce sont les mêmes systèmes qui vont dire comment on va financer vos projets, quelles sont les conditions, et entre autres. Parce que ce n'est pas la politique de l'AES. L'AES aujourd'hui veut être maître de son destin. Et en allant là-bas, on peut pas être... Quand on veut aller chercher de l'argent, c'est vraiment pas être de son destin. Parce que j'ai vu, comme vous l'avez dit, 11 projets. Et Mali Tassira, 2030, quelque chose comme ça. 2063 aussi, 2060, je pense. voilà, quelque chose comme ça, parce que c'est écrit en bambara, c'est compliqué pour moi. Donc, une autre stratégie qui sont bien développées, les Mali sont allés défendre ça. Est-ce que ça encadre avec leur propre vision? Parce que, comme vous l'avez dit, lors de son discours, le Premier ministre général Abdoulaye Maïga a parlé comme il était sur une tribune de l'AES, parce qu'il a beaucoup parlé de l'AES, banque d'investissement, et il a dit de mettre dans ces forums l'aspect sécuritaire, terrorisme pour le faire. Maintenant, parce que c'est là où on avait dit, il ne faut pas couper tout le pont avec tout le monde. Par exemple, on retourne à Séville aujourd'hui. L'Espagne est là-bas. L'Espagne, c'est un partenaire, c'est de l'Union européenne. La France, c'est l'Union européenne. Les autres pays qu'on ne veut pas voir parce qu'ils n'ont pas été sincères avec nous sont aujourd'hui maîtres qui sont là-bas. Donc, les institutions qui sont aujourd'hui présentes à Séville, ce sont des institutions dirigées soit par des Européens, mais quand même qui vont devoir dire, voilà, les financements, on va les faire, mais sous des conditions des élections ou des conditions de démocratie, des conditions de liberté, de ceci, de cela. Donc, si vous dites, non, nous on va faire comme on veut chez nous, et vous allez dans un cadre comme ça qui va parler de ça est lié à ça, ça est lié à ça, et vous êtes d'accord que vous n'allez pas le faire, est-ce que c'est pas
de gaspiller l'argent du contribuable pour aller faire du terrorisme. Donc moi, je suis pas trop, j'ai pas trop compris pourquoi l'AIS part à ce genre de rencontre, parce que on vient de quitter, je ne sais pas si on va toucher ce point, mais le président de la transition vient de quitter la Russie et il a signé beaucoup de contrats là-bas. On attend de voir comment la Russie peut nous aider à développer et à financer nos projets ou même à avoir pour avoir le développement. Donc en gros pour vous, le Mali ne va pas tirer gain de cause de tout ça. On est dans de bonnes phases, on est dans des, parce que c'est des pays, et si c'est entre pays africains, ça c'est d'accord, entre pays africains, même sans aller là-bas, on peut le faire. Moi je ne critique pas le cadre en fait. Le forum en lui-même, c'est un très bon cadre. Si le Mali est dans une dynamique que nous souhaitons, qu'on peut séparer les questions de lutte contre le terrorisme des questions de développement, c'est-à-dire que si on voit, on pense qu'un partenaire... Non, si on pensait que... Non, on peut le séparer. Par exemple, si on dit... C'est souvent les questions de développement qui nourrissent ces questions. Ce que je veux dire ici, un partenaire comme on a dit la France ou la Barkhane ou la MINUSMA ne fait pas notre affaire sécuritaire. On va dire, à vous, vous ne faites pas notre affaire sécuritaire. Donc on va nous louer un partenariat avec un pays que nous considérons que sur le côté sécurité peut nous jouer. Si les gars disent, ah non, nous notre soutien c'est seulement sécuritaire, donc allez-vous-en. Aujourd'hui, regarde, on a dit à un pays, vous ne pouvez pas financer nos organisations de la société civile parce que si vous ne voulez pas donner l'argent à nous, vous n'allez pas donner à nos citoyens. Et combien de personnes se sont trouvées en insécurité? Parce que l'insécurité n'est pas seulement physique, l'insécurité est alimentaire, l'insécurité est sanitaire, l'insécurité est économique. Donc il y a tous ces aspects-là. Donc aujourd'hui, nous on a dit, tous ceux qui peuvent nous donner de l'argent, on les a chassés. Là, tous les Maliens sont au courant de ça, sont unanimes là-dessus. C'est pourquoi on est dans ça. Donc moi je pensais que, par exemple, le Burkina n'est pas dans la même situation que le Mali. Burkina n'a pas chassé l'AFD. Burkina n'a pas coupé le pont avec tout ce qui est aide au développement. Malgré le discours de IB, ils n'ont pas coupé de pont avec tout ce qui est aide au développement. C'est pourquoi ils bénéficient beaucoup de soutien économique et les populations, les ONG, la société civile au Burkina est plus dynamique qu'ici au Mali parce que nous on n'en a pas de fonds. Donc voilà, c'est pourquoi je disais que si c'était comme ça, nous on allait comprendre. Le forum, c'est un lieu où on va chercher B2B, comme on dit. Face à face, vous vendez votre projet à un pays qui accepte et qui trouve de l'intérêt pour venir investir. Moi, quelqu'un me disait lors d'une discussion qu'il a entendu un ambassadeur qui est partant qui dit que lui, quand il rentre chez lui, il ne va pas inciter, encourager les investisseurs de son pays à venir investir au Mali. Là, ça c'est connu, c'est l'ex-ambassadeur d'Allemagne. Donc si des partenaires sont dans cette dynamique, est-ce qu'on va aller vendre quoi là-bas? Si ce n'est pas d'aller gaspiller l'argent du contribuable. Donc c'est ça en fait. Donc la logique voudrait que on ait un regard beaucoup sur l'aspect développement. Tant qu'il y avait un développement. Aujourd'hui on parle de terrorisme, du vous croyez que les jeunes qui sont au village, qui travaillent dans les ONG, qui étaient des relais, aujourd'hui qui n'ont rien à faire, ils ne sont pas des frappes faciles pour les terroristes qui ont beaucoup d'argent. On voit souvent dans les batailles comme ça, souvent on ne montre pas l'argent, mais quand on récupère des armes comme ça, on montre. Il y a beaucoup de sous aussi qui les récupèrent très souvent. Exactement. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, voilà, beaucoup de liquidité. Et puis surtout que maintenant dans beaucoup de zones rurales aussi, ils demandent la redevance aux populations. S'ils veulent faire... même pas que ça, c'est de la redevance, c'est comme des impôts en fait. Parce qu'ils demandent, si vous voulez cultiver votre champ, il faut que vous nous payez, sinon ils viennent, ils brûlent tous les champs. Donc c'est quand même une forme d'imposition parallèle qui est souvent tout à fait, et qui leur donne plus de force. D'accord. Concernant le sujet sur la 4e conférence, vous êtes aussi du même avis que sous l'eau, comme quoi moi je pense que l'ouverture, c'est toujours une main tendue à chercher ou à saisir. Parce que bon, oui, quelque part, on a vraiment l'impression qu'on dit non de façon ouverte, en tout cas au Mali,
à tout ce qui est coopération réellement, avec surtout des États de l'Union européenne. Mais quand on voit des forats comme ça, et surtout la mobilisation qui a fait le déplacement pour aller défendre cela, bah, c'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. Le fait aussi que le Mali ne soit pas réellement retourné à l'ordre constitutionnel, qu'il n'y a pas eu d'élection, va aussi, parce que les ODD, les objectifs de développement durable aussi, préconisent justement toutes ces notions de droits humains, de retour à la démocratie. Donc, toutes ces valeurs-là sont aussi recherchées. Donc, quelque part, c'est des points qui peuvent être contre nous par rapport à de tels forums, moi, je pense. Notre ministre des Affaires étrangères, Monsieur Abdoulaye Diop, est dans une table où il y a une thématique, où il y avait plutôt une thématique qui a pour thème revitaliser la coopération internationale. Et lors qu'il a eu l'occasion de pouvoir parler, évidemment, comme ses confrères, il a tout simplement dit qu'il fallait intégrer les aspects sécuritaires dans les approches de coopération. Est-ce qu'il allait vraiment le dire à des oreilles qui vont l'entendre ou pas? Ça moi je crois que c'est pourquoi j'ai dit que si on était dans des bons termes avec des pays qui participent, tous les pays qui participent à ces forums, je crois que le Mali, on a tellement de projets à vendre, on a tellement de sollicitations à faire. C'est vraiment une bonne opportunité pour le Mali, pour le gouvernement. Mais comme on a fermé la porte à presque tout le monde, et dans ce genre de situation, chez vous, vous m'avez cherché, c'est vous. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion aussi de, comme Assetou l'a un petit peu dit, c'est une petite ouverture de main tendue, parce que le gouvernement malien aussi est très conscient que ces pays européens sont à la porte. Ouais, ils sont à la porte. Exactement. Et ils ne vont pas hésiter sur toute occasion ça doit être même le rôle même de la diplomatie. Moi, au-delà de tout discours qu'on peut qualifier peut-être, qu'on pourrait qualifier peut-être de populiste ou de démagogique, je crois que la diplomatie doit travailler. Mais justement, c'est ce que la diplomatie fait. Si notre premier responsable. On a l'impression que on a l'impression que notre diplomatie est aussi, voilà, dans la même dynamique que tout ce qui se passe. Donc, sinon, dans la diplomatie, normalement, on peut garder des liens. Par exemple, moi, ce que je disais avec quelqu'un, la Russie, enfin, les États-Unis, l'Iran s'est bombardé. Au même moment, la diplomatie continue à travailler entre elles. Il y avait un canal de communication, de négociation qui était là. Au même moment où il y avait des bombardements entre les deux, mais il y avait des discussions dans les coulisses. Nous, quand on fait quelque chose, je ne sais pas, parce qu'on est malien, on n'est pas très fiers, mais on est descendant des guerriers, où on veut pas être, voilà, traité de, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment le sang malien qui est comme ça. Nous, quand on décide de couper, on coupe tout. Même on laisse pas la voie à la diplomatie. C'est ça que moi j'ai. Peut-être là aussi, c'est une occasion de. C'est une occasion, mais est-ce que si ça peut nous ramener des partenaires et que ici, quand ils vont venir, on va pas leur remettre les bâtons dans les roues, je crois que c'est une bonne opportunité. C'est pourquoi je dis que c'est une bonne opportunité si vraiment toutes les conditions sont réunies, parce que on peut aller, si c'est, moi j'aurais aimé que c'est Assimi qui devait être là. Parce que lui, il peut prendre des engagements forts. Et là, il n'y a pas une tête à, on va pas demander qui a pris cette décision. Est-ce que quand ça vient ici, est-ce que ça va être dans la. Sur ce coup, je suis pas d'accord. Non, moi je peux. Bassirou Faye est là-bas. Si on a bien sûr. Non, mais les présidents sont là-bas. Donc, le président est le premier diplomate. Même si le ministre des Affaires étrangères c'est sa profession, c'est son domaine de spécialité, mais le premier diplomate d'un pays, c'est le président. Mais aujourd'hui, on sait très bien que Abdoulaye Diop est le premier responsable hyper aguerri concernant la diplomatie malienne aujourd'hui. Il a quand même une forte expérience. Et puis quand même, les deux rencontres se sont chevauchées aussi, parce qu'au même moment que lui, il était de l'autre côté, au même moment, le général Dame Assimi Goïta était du côté de la Russie. Fait le pont directement, Russie. Et n'oubliez pas aussi qu'il représente, c'est dit officiellement qu'il est là-bas pour représenter. Oui, mais il ne peut pas prendre certaines décisions. Oui, mais n'empêche. Comme si c'était le président qui était là. N'empêche. Parce qu'il doit toujours se référer au président qui va dire, ces points-là, j'aime pas trop. Ces points-là, il faut accepter. Mais si c'est le président qui est là-bas sur le champ,
Donc là, c'est vraiment beaucoup d'audience, beaucoup de rencontres B2B et beaucoup d'engagement qu'il peut prendre en tant que président, comme Diomaye Faye et les autres présidents qui sont partis là-bas, Oumarou Sissoko Embalo. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus dynamique que si, par exemple, Fadima, c'est une chef d'entreprise. Si c'est elle qui est là-bas sur le terrain. Sous l'eau, par contre, je suis obligée de vous rattraper un petit peu. Encore une fois, je suis pas totalement d'accord parce que vous venez de le dire tout de suite comme quoi c'était pas la super ambiance. Donc quand c'est pas la super ambiance. Parce que vous avez parlé d'ouverture. C'est pourquoi je suis en train de parler sur votre chemin. Abdoulaye Diop. Si c'est une ouverture, c'est le président qui doit le faire. Ne faites pas confiance à ce point. Non, c'est pas qu'il ne peut pas. Mais c'est le président qui doit montrer, qui doit le faire. Par exemple, en Russie, c'est lui qui est allé. Ouais. Donc ici, c'est vraiment une ouverture que le Mali vous voulait. Pour moi, c'est le président même qui devait y aller. Donc c'est pourquoi je vois, pour moi, c'est vraiment un décor. On a plané un décor pour peut-être au départ de nos mains. On attend de voir la suite de toutes ces travaux, ces rencontres. Qu'est-ce que ça va donner de manière concrète? Est-ce que le Mali va réellement tirer gain de cause de tout cela? Voilà, merci beaucoup. On va aller sur notre troisième sujet. Le prochain sujet, il s'agit de la visite du général d'armée, le président de la transition, chef de l'État, Assimi Goïta, qui a rendu visite le 22 juin dernier en Russie, à la Fédération de Russie, sous invitation de son Excellence Vladimir Poutine. Oui, comme vous l'avez dit, le président a séjourné, je crois qu'il a passé à peu près 4 jours en Russie, entre Russie et Tartastan. Kazan. La capitale, c'est Kazan. Le pays, comme la Russie, c'est une fédération. Non, c'est une fédération. Donc, il y a des micro-pays là qui ont leur capitale. Comme quand le Mali et le Burkina, Niger vont être fédération. Peut-être on va avoir une capitale, mais qui ne peut pas être Bamako ou Ouaga ou Niamey, mais une autre ville neutre. Et Bamako va rester capitale de fédération de Mali, enfin pays Mali. C'est déjà une fédération. Donc confédération, on est dans confédération. On appelle confédération. Voilà. Donc du coup, il a été là-bas, mais moi je disais ça, la visite du président, la présence du président aurait été beaucoup plus pour moi bénéfique ici au forum de développement pour le financement économique en Russie, parce que là-bas déjà il y a été, et je crois que le ministre Sanou, il va régulièrement, ministre des Transports aussi, il va régulièrement, affaires étrangères pareil, que ce soit au niveau Mali, au niveau confédéral, ils vont là-bas régulièrement. Bon, il a signé des contrats, mais on est en train de signer beaucoup de contrats avec la Russie, avec peu de résultats tangibles sur le terrain. On ne voit que des poches des premières pierres. Il n'y a pas quelque chose de concret à part côté militaire où on voit vraiment, on achète des armes qui rentrent. Ça, c'est filmé même par les vidéomans. Ça, tous les Maliens le voient. Mais côté concret, développement, on ne voit pas malgré la signature de beaucoup de... La sécurité, voilà, les travaux ont été beaucoup sur sécurité, même développement, défense, même développement. Voilà, parce que c'est côté développement qui m'intéresse, parce que sans développement, pas de sécurité. On est en train de nous battre pour la sécurité sans le développement. Mais quelqu'un le disait, un penseur le disait, le développement sans la sécurité, c'est pas un développement. Mais la sécurité aussi sans développement, il n'y a pas de sécurité. Parce que ces deux notions-là vont ensemble. Quand il y a beaucoup de chômage, il y a toujours de l'insécurité. Quel qu'en soit alpha, il y a toujours... Par exemple, c'est pourquoi quelqu'un dit, dans votre quartier, c'est vous seul qui êtes le riche. Et que tous vos entourages, vos voisins sont pauvres. Il faut vous attendre qu'à un moment donné, ils vont venir vous envahir. De gré ou de force. Parce que quand il y a un petit mouvement seulement... On voit ici au Mali, quand il y a coup d'état seulement, on voit que c'est les maisons des riches on attaque. Ou des dignitaires du régime on attaque. Parce que les pauvres qui sont là-bas, ils savent quoi qui rentre là-bas. Donc c'est ça en fait. Donc le côté développement, il a été là-bas, il a signé beaucoup de contrats, c'est bien. Du fait même qu'il puisse sortir du Mali, moi j'ai vraiment approuvé ça parce que mine de rien, le président Assimi Goïta n'est pas un puissant voyageur, il voyage rarement. Donc quand on le voit partir et je crois que ces dernières sorties
sont toutes réservées à la Russie. Hein. Il va la dernière fois en Chine, mais voilà. Donc Chine-Russie, c'est vraiment les pays qu'il a visité concrètement. Donc du coup, du fait qu'il puisse sortir et que pour moi, qu'il puisse prendre le goût même du voyage, je crois que ça c'est un bon aspect parce que c'est lui qui doit, tout repose sur lui. C'est lui le premier responsable, le premier comptable de cette transition. C'est pourquoi je dis qu'il est le premier diplomate. Mais il est aussi le premier financier. C'est lui qui doit aller chercher l'argent partout où on trouve. Donc, quand il fait ça, c'est vraiment une bonne chose, une bonne attitude. Mais est-ce qu'en Russie, on peut avoir tout ce dont on a besoin avec la Russie? C'est pourquoi je disais que sa présence aurait été beaucoup plus utile, moi, à ma foi, à Séville qu'en Russie. Mais bon, c'est l'agenda présidentiel, c'est lui le chef, c'est lui le boss. Il a choisi où il voulait aller. Et c'est pourquoi l'ouverture là dont on parlait, je doute fort que c'est une ouverture vraiment au niveau institutionnel, quoi. Ah, c'est tout. Est-ce qu'en Russie, on peut avoir tout ce dont on a besoin en Russie? C'est juste pour reprendre la question de sous l'eau. Et puis, bon, on a quand même remarqué que c'était une délégation assez forte, hein, avec pas mal de personnalités, les ministres et tout. Ministre des Affaires étrangères, encore une fois. Ce dernier-là est vraiment à cheval dans les avions. Hein, c'est vraiment son rôle. Beaucoup de ministères impliqués aussi lors de ce voyage-là. Mais bon, lors de son intervention avec les représentants des fêtières, non, on va en venir. J'aimerais bien que vous puissiez m'avancer sur ma question. Mais c'était justement par rapport à ça, parce que il a dit une phrase lors de cette rencontre-là qui pour moi est très très essentielle. Parce que il a dit lors de cette rencontre-là avec les Maliens de là-bas que la guerre, elle est la guerre de la désinformation. Et je pense que sa visite même s'inscrit un peu dans ce cadre-là. Parce que juste avant, c'était l'annonce qui a fait un peu le tour de la toile où on disait qu'il y avait le départ de Wagner. Sous-entendez par là, départ de Wagner à fragilisation des relations entre le Mali et la Russie. Il y avait aussi eu des postes par rapport à la relation entre la Russie et les autres pays de l'AES, notamment le Niger. Donc, il y avait ces rumeurs, ces fausses informations qui circulaient un peu sur la toile, qui avaient tendance à fragiliser nos relations. Donc, je pense aussi que la visite s'inscrit dans ce cadre-là, afin de démontrer que notre coopération est au plus haut niveau. Il va avec tous les ministères clés de développement, que ce soit la sécurité, que ce soit l'agriculture, et on pose des vraies questions telles que l'énergie aussi, le besoin en matière d'énergie, de santé, toutes ces clés, ces secteurs clés de développement sont mis sur la table et on essaie de voir comment est-ce que la Russie peut nous aider à aborder ces différents terrains de développement. Mais la question qui vient en dessous, c'est quand même, depuis 2021, la Russie se passe cette année. Donc, si encore aujourd'hui, on parle de ça, est-ce que ça veut dire que ça n'avait pas été abordé depuis tout ce temps? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui, on vient encore, on sait pourquoi on n'a pas signé ces contrats-là depuis 2021? Ou alors peut-être qu'on avait déjà signé ces contrats, mais qu'en est-il devenu de ces contrats-là? C'est pas la première fois que Monsieur Job se déplace en Russie. C'est pas la première fois qu'ils ont des échanges avec leurs homologues de la Russie. Où est-ce que nous en sommes, en fait? Ça pose cet tas d'interrogations derrière. Merci beaucoup par rapport à ça. Alors, lors de la visite, le général d'armée Assimi Goïta est allé porter une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Qui connaît le soldat inconnu? C'est le soldat symbolique de la guerre. Voilà. Bon, je crois que cette interprétation, oui, voilà, qui n'a pas été aussi très appréciée de certains spécialistes qui disent que il va le faire en Russie, mais pourtant au Mali, il y a tellement de soldats qui tombent et on ne voit pas à chaque fois le président aller s'incliner ou bien porter une gerbe. Bon, ça a quand même, oui, pas mal de en communication, ça a manqué de préparation parce que c'est une très mauvaise communication.
Ils devaient même pas, ils pouvaient le faire en privé. On ne devait même pas parler sur ça. Mais vu qu'on veut plaire coûte que coûte à la Russie ou à être coûte que coûte avec la Russie, donc comme c'est dans un couple, si voilà, le plus amoureux, toujours voilà, on le met toujours sur les fardeaux, enfin on le met toujours sur les choses lourdes. Donc comme on est amoureux de la Russie, on veut vraiment plaire à la Russie. C'est quand même fort. Oui, parce que c'est ça. Sinon, le soldat un Malien tombé, c'est beaucoup plus proche, même si c'est vraiment en relation avec notre passé. C'est quand même, il y a soldats inconnus en France où les Maliens, sous l'appellation de tirailleurs sénégalais, se sont battus et peut-être potentiellement ont été enterrés là-bas. C'est plus symbolique que en Russie. On n'en a pas jamais combattu pour la Russie. On ne connaît pas. Il n'y a pas, à part quand le Mali a eu l'indépendance, ça c'est après les guerres, des relations se sont installées entre la Russie et le Mali. Bien avant ça, il n'y avait pas de coopération parce qu'on n'était pas un État. Donc du coup, moi je ne vois pas qu'est-ce que ça symbolise pour le Mali en tant que, parce que c'est un chef de l'État, donc il représente le Mali, il est le Mali. Donc pour le Mali, quelle était l'importance? Donc à ce niveau, je crois que même si c'était dans son agenda, il pouvait faire beaucoup de choses hors caméra, hors photographe. Voilà, ça pouvait passer plus que, comme vous l'avez dit ici, on voit à longueur de journée et que nos vaillants soldats se font, comment dirais-je, meurent pour la patrie. Et très, très, très rarement, on voit le président, voilà, déposer une gerbe, tout gerbe sur leur tombe. Donc, d'accord, on va passer un peu au discours du président. Il a eu un discours, il a rencontré la diaspora malienne installée là-bas. C'est tout. Vous avez déjà entamé un petit peu par rapport au discours, voilà les propos du président. Tout à fait. On a aussi vu beaucoup de réactions, notamment par rapport à l'AES. Comment est-ce que nous abordons ces pays, ces 3 pays qui sont membres de la Confédération de l'AES? Comment est-ce que nous voyons l'avenir? Le président a vraiment été ferme sur cette coalition. Pour lui, vraiment, nous sommes dedans. Et voilà, nous avons jeté la clé. Et quoi qu'il advienne, c'est un peu ça le message qui est derrière. C'est quoi qu'il advienne, nous allons avancer et nous ne pouvons plus reculer. Je pense que déjà, dans ses dires, on retrouve quelque chose qui est clair. Il dit, nous n'avons plus rien à perdre. Nous n'avons plus rien à perdre. Ça a tout son sens. Ça a tout son sens parce que quand on analyse bien, on se rend compte que c'est ça. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais qui n'a plus? Oui, mais c'est dans quel sens? Qui n'a plus rien à perdre? C'est ça. Positif ou négatif? Est-ce que c'est vraiment les chefs d'État qui n'ont plus rien à perdre ou bien c'est réellement les pays ou alors les populations qui n'ont plus rien à perdre? On se le demande. Mais cette phrase, il l'a dite comme ça. Donc, ça pose beaucoup de questions. Et surtout, le débat aussi s'est aussi concentré sur le fait de cette collaboration avec la Russie. Est-ce que, cette collaboration va permettre concrètement aux Maliens de toucher du doigt cette collaboration? Parce que d'autres sécuritaires, on le sait, il y a des actions qui sont menées, mais en matière de développement, réellement, les populations ne sont pas tellement au courant des différentes coopérations. Ici au Mali, concrètement, les gens ne savent pas trop en quoi la Russie apporte son aide au développement. Au-delà de l'aide militaire. Au-delà, bien sûr, des questions sécuritaires. Militairement aussi, c'est pas de l'aide, on achète. On achète, bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est vrai que, la Russie ne respecte pas tout sur le droit international. C'est pourquoi on a tous les armements qu'on veut. Mais c'est pas une aide. Une aide veut dire, c'est un soutien, et souvent, je crois courant 2021-2022, quand on commençait à avoir vraiment des armements avec la Russie, je crois lors d'un discours général, Sadio Kamara disait même que, on a cité tant de nombre et la Russie nous a donné tel nombre de munitions. Donc, ça, c'est ces petits trucs que la Russie peut faire. Mais sur le côté développement, c'est vraiment quelque chose à revoir et le Mali ne peut pas se donner seulement à la Russie pour son développement. Il faut aller peut-être approfondir avec le bloc. Si on va vers le bloc BRICS,
on n'est pas contre. On peut aller, parce que dans le BRICS aussi, il y a l'Afrique du Sud qui est une puissance économique en Afrique, il y a le Brésil qui est un pays émergent, il y a l'Iran qui est un pays émergent, il y a la Chine qui est puissance mondiale, donc la Turquie. Donc on a quand même des pays avec lesquels, sur le plan de développement, on peut tenter voir, mais je sais pas qu'est-ce qui bloque à ce niveau. Est-ce que ces pays ne manifestent pas beaucoup trop d'intérêt pour le Mali parce qu'on est en crise, parce que l'instabilité politique, personne n'aime, aucun pays n'aime un pays instable politiquement, personne. Donc, les gens, les investisseurs, on n'en parle pas. Les banques, on n'en parle pas. Donc, est-ce que c'est du fait que politiquement, on n'est pas instable? Est-ce que la vision, on n'est pas stable? Voilà, politiquement, on n'est pas stable. Et est-ce que la vision même de nos autorités, comme nous les Maliens, est-ce que, outre au Mali aussi, est-ce qu'on ne voit pas très clair où est-ce qu'on va, quelle direction on prend? Donc, est-ce que tout ça là qui font que la Russie, la Chine, la Turquie, économiquement, qui sont quand même des pays un peu plus solides que la Russie, ne nous aident pas jusqu'à présent? Bon, ou est-ce que c'est du côté Mali, on n'a pas exprimé des besoins réels à ces pays-là pour sur le côté économique, parce qu'ici à l'interne on sait que même tout récemment, je crois que c'est le PM qui le disait, je crois que voilà, c'est le PM qui disait même à ces forums, le Mali, plus de la moitié de ses richesses va dans la lutte contre le terrorisme. Donc on sait ça. Donc si on n'a pas d'autres entrées, c'est compliqué. Mais pourquoi on ne va pas chercher ailleurs si on pense que les anciens partenaires n'étaient pas sincères? Pourquoi ne pas trouver d'autres partenaires avec qui on peut collaborer et aller de l'avant? Mais si on veut vraiment rester dans ça, bon, les Maliens sont résilients. D'accord. Certains spécialistes ont trouvé quand même que le discours du président, était quand même répétitif sur certains points où on est revenu sur non, la communication, oui, la communication. Et notamment plusieurs fois, il a dû prononcer les gens sont complexés. La jeunesse doit prendre le relais, voilà, ceux qui doivent assurer le combat futur. Et surtout qu'il a souligné comme quoi, à l'heure actuelle, comme Assetou le dit, ils n'ont plus d'état d'âme. Voilà, actuellement, ils n'ont plus du tout état d'âme. Et dans ce décryptage de certains spécialistes, on a trouvé que ça a été quand même un discours, même si quelque part c'était un petit peu spontané et qu'on voulait une certaine légèreté et avoir un échange décomplexé. Ça manquait de structure. On allait en avant sur sécurité et défense, on revenait sur développement, on repartait, on revenait encore sur certains sujets. N'oublions pas que Assimi Goïta n'est pas un homme politique. Et malgré qu'il occupe un terrain politique, et jusqu'à présent dans sa tête il n'est pas politique. Donc je crois qu'il ne s'intéresse pas. Voilà, il a même dit qu'il est là où il est prêt. Voilà, je crois que sur le terrain à tout moment. Voilà, je crois que c'est ça qui lui manque. Donc quand on est père de la nation, quand on est premier responsable d'un pays, et Thomas Sankara le disait à bon escient, tout militaire sans formation politique c'est un danger public. Donc, malgré qu'on est militaire, on doit être politique et surtout qu'on occupe la plus haute fonction du pays. Donc, on doit être éminemment politique. Même si quand on peut être nul en politique, mais on peut quand même s'entourer. Et l'État vous donne tous ses moyens pour vous entourer des personnes les plus qualifiées du pays ou même au-delà avec des conseils spéciaux. Je crois que la communication, encore une fois, là, c'est la cellule de communication quand même qui est un peu mise ici en lumière. Vous savez que ATT, IBK, les cellules de communication sont là des noms. Même si on les écoute, mais moi, par contre, j'apprécie cette ouverture, cette tentative déjà de sincérité. Moi, je trouve que c'était bien. Franchement, moi, je l'ai trouvé par rapport à son discours à la nation qu'il a fait en langue bamanakan. Moi, je trouvais que la rencontre était vraiment proche. Celle-là aussi, elle était en bambara, même s'il y avait un petit peu de français. Bon, ok. Donc, déjà, mais je l'ai trouvé assez fluide,
assez fluide. Je pense quand même qu'il y a une avancée. Il est confiance en lui-même. Maintenant, voilà, quand on le voit, voilà, il est rassuré. S'installer. Voilà. Ce sur quoi je voulais rapidement revenir, c'est quand même qu'il y a quand même des actions de développement de la Russie, hein, de façon récente. Je sais qu'il y a une association. Le transfert des compétences. Non. Même au sein de la société civile, il y a des actions de développement, par exemple, de renforcement des notions de démocratie, des notions de civisme. Il y a des actions comme ça qui sont menées entre la Russie et le Mali. Mais si on les compare à ce que fait, par exemple, l'Union européenne ou bien les pays de l'Union européenne, ben, il n'y a pas match, quoi. C'est vraiment. Est-ce que vous êtes du même d'avis aussi par ces mêmes spécialistes qui disent qu'il n'y a pas eu d'annonce forte? Voilà, cette prise de parole, il n'y a vraiment pas eu d'annonce nouvelle, parce qu'il y en a pas. Parce qu'il y en a pas. Il y en a pas, tout simplement. Parce que c'est ça. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que depuis 2021 jusqu'à maintenant, ça avait forcément été déjà dit. Mais alors, qu'en est-il réellement? C'est pourquoi, quelque part, moi, je pense que cette sortie était vraiment pour montrer que, oui, le Mali et la Russie, c'est un partenariat et c'est sur du long terme. Moi, je pense que c'est vraiment ça, le message c'était la grande ligne à de nous cette faire. sortie. D'accord, merci beaucoup. Nous avons fini avec nos sujets du pays, on va dire ainsi. On a un sujet de la région, voilà, c'est du côté de la République démocratique du Congo et le Rwanda qui ont signé le 27 juin dernier un accord à Washington dans le pays de Donald Trump. Solo, je crois que vous avez un petit peu suivi. Oui, l'affaire RDC, avant la signature entre les ministres des Affaires étrangères, je crois qu'il y a eu même signature de cessez-le-feu qui a eu lieu, qui a annoncé même cette signature en présence même de Donald Trump. Mais c'est Marco Rubio qui est le secrétaire d'État équivalent du ministre des Affaires étrangères qui était là. Et l'intérêt de l'implication des États-Unis dans cette affaire prouve que nous Africains, malgré toute notre volonté d'être indépendants et de devenir des acteurs audibles sur la scène internationale, nous ne sommes pas prêts ou nous ne pouvons pas être sur la même table que ces gens-là, quoi. Comment le Mali a accusé la CEDEAO de ne pas pouvoir mettre un terme à ce qu'il vit. Le Mali s'est retiré. Aujourd'hui, le Rwanda s'est retiré de CEAC parce qu'il estime que le CEAC aussi n'est pas franc. Et au-delà de tout ça, toutes ces organisations sont sabotées par l'Union africaine qui est totalement muette dans cette affaire, qui ne dit mot. Je vous dis qu'il ne dit mot depuis le déclenchement, à part petit communiqué appelant à cesser le feu, à la retenue. On n'a pas vu d'initiative. C'est vrai que la communauté de l'Afrique centrale, CEAC, avait quand même un président kenyan comme médiateur, ça n'a pas marché et tout. Mais quand même, comment peut-on dire qu'on a une institution qui s'appelle Union africaine et c'est aux États-Unis on va pour mettre fin à ça? Est-ce que c'est parce que même la RDC et le Rwanda ne font plus confiance à cette organisation ou à aucun pays africain, ou est-ce que les États-Unis sont vraiment gendarmes du monde, comme on aime le dire? C'est vraiment quand même quelque chose qui a abaissé l'Afrique tout entière, parce que on est incapable de laver nos linges sales en famille, et ça c'est vraiment dommage. Sur le continent, on dirait. En famille, c'est sur le continent. Donc, c'est le continent qui est en famille. Quand on se trouve sur le continent africain, on est en famille. Donc, ça, c'est vraiment regrettable. Maintenant, la signature en soi, c'est une très bonne chose pour les deux pays, parce que qui se livrent quand même depuis pas mal de temps à des guerres fratricides
le Rwanda dit se battre en position défensive contre le FDLR. FDLR, c'est Force de libération démocratique Force démocratique pour la libération du Rwanda, ennemi juré de Paul Kagame, mais hébergé en RDC. Donc Paul Kagame dit, moi je lutte contre ces forces-là, parce que je lutte même contre ces forces et je finance le M23 parce que Paul Kagame utilise le M23 pour lutter contre le FLDR. Donc je crois que c'est une bonne chose si ça venait à concrétiser, mais à quel prix? Parce qu'on nous parle que la RDC a concédé beaucoup de mines aux États-Unis. Est-ce que c'était le prix à payer pour ça? Donc c'est vraiment, quel que soit le fond, l'Afrique sort perdante dans cette affaire. Que ce soit la RDC ou le Rwanda, on sort perdant. Parce que les informations selon lesquelles la RDC a cédé beaucoup de mines aux États-Unis, si ça s'avère, c'est vraiment pas... c'est pas bon pour l'Afrique, l'image même de l'Afrique. Donc, aller jusqu'au pays de Langue de Sam pour signer un cessez-le-feu et un accord, alors qu'on a Éthiopie, Union européenne, on a CEAC, ils ne sont pas arrivés à le faire. Je crois que c'est vraiment... C'est un mauvais signal pour vous. Ça ne donne pas bonne image de l'Afrique. Ah, c'est tout. Est-ce qu'on peut se dire que cet accord va perdurer du moment qu'on sait que le M23 quand même n'est pas associé à cet accord? Justement. Moi, j'attends de voir. En fait, c'est bon de signer des accords. On l'a tantôt dit, toutes les guerres, tous les terrains de mésentente finissent toujours par le dialogue, finissent toujours par se mettre à table et à faire des concessions, à faire des compromis, à laisser quelque part. Et ça, voilà, c'est encore confirmé par l'acte qu'on vient de voir. Moi, je pense qu'il faut d'abord voir réellement si le papier va se traduire sur le terrain. Parce que, encore une fois, les attaques ou alors les affrontements dans cette zone-là sont des acteurs qui, historiquement, ont des liens. Donc, est-ce que réellement ils vont respecter l'accord-là? Je pense que ça, c'est la question fondamentale qu'il va falloir suivre de près. Moi, j'ai vraiment des doutes par rapport à la matérialisation de cet accord-là sur le terrain, vu réellement l'évolution des choses. Je veux dire, depuis janvier, qu'il y a eu les grandes attaques au niveau de Goma, où cela s'est répercuté dans la ville, où les populations sont parties incendier l'ambassade du Rwanda ou l'ambassade de la France. Mais de ce janvier jusqu'à maintenant, la situation ne s'était pas donc arrangée. Il a fallu cet accord-là pour qu'on puisse dire, bon, ok, on va essayer de baisser un peu la tension, d'accepter même de se mettre à table pour discuter. Mais est-ce que réellement les M23, parce que c'est un peu comme le Mali, est-ce que réellement ceux qui créent les problèmes sont associés? Ça, j'ai des doutes par rapport à ça. Et donc, pour moi, il faut être prudent, il faut suivre l'affaire de près. Et comme il a dit aussi, souvent, il va falloir que nous soyons maîtres de notre destin en Afrique. Il s'agit pour nous d'être unis. Et c'est cette unité-là qu'on n'arrive pas à atteindre. Pourquoi il y a les États-Unis? Pourquoi il n'y a pas les États d'Afrique? Que ce soit l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, de l'Ouest, partout. En tout cas, le président, quand même, Félix Tshisekedi, lors du 30 juin, leur fête nationale, a fait un discours à la télé où il était quand même très optimiste. Non, parce que pourquoi on n'a pas impliqué M23? Parce que M23 avait déjà signé son accord. J'avais dit ça. Lui, donc entre États, parce que M23, c'est comme le Rwanda est le sponsor de M23. Oui, le Rwanda n'a pas être impliqué dans l'accord, ça veut dire que tout le temps... Déjà, non, M23 avait déjà signé son accord avec le gouvernement. Donc cet accord tient. Si c'est cet accord qui est violé maintenant, ça va être M23 directement sans l'appui du Rwanda. Donc M25 et le gouvernement, ça c'est entre Congolais. Donc du fait que Rwanda était là, un sponsor, comme le Mali le dit, un sponsor étatique pour M23. Donc, il allait de choix
que les États-Unis réunissent le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais pour trouver un terrain d'entente et signer un accord pour dire au Rwanda ne veulent jamais désormais l'intégrité territoriale de la RDC, et la RDC aussi de ne pas héberger les FLDR pour ne pas nuire au Rwanda. Donc je crois que si au moment où ils ont accepté ça, comme Félix Tshisekedi, je crois qu'il y a espoir. Tout va se décider au niveau des... On a vu l'accord issu du processus d'Alger. C'est des accords. Tout va se décider dans la manière où cela va s'appliquer. C'est surtout ça. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, ou mesdames, messieurs. Voilà, nous arrivons à la fin de notre entretien brut d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir sur mon plateau deux confrères, Assitou Diara de Nouvelles du Mali, journaliste reporter, Bruna Solo, de journaliste blogueur. Voilà, c'est ça. On se dit à la prochaine pour un autre décryptage. Et tonton aussi. Jamais de tonton sur ce plateau. Solo. C'est le Mali qui gagne, voilà. C'est du cousinage un petit peu. Mais le cousinage, c'est limite à la porte, hein, pas sur le plateau de Mandé TV. Téléspectateurs de Mandé TV, on se dit à la prochaine. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et aussi une annonce pour vous dire qu'à partir du 7 juillet prochain, Mandé TV, pour la capter, ce sera au numéro 381 sur votre décodeur Canal. Pour tout le reste, ça ne change pas. On se dit à la prochaine.